Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire, et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'il n'avait pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 360 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes.
Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Shastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Shastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie, et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. Ce spécimen singulier avait à peu près la taille d'un husky et aurait pu être pris pour tel s'il n'était pas totalement dépourvu de fourrure et s'il ne s'agissait pas d'un redoutable prédateur doté de longues canines acérées. Charmant. Voici le plus ancien animal à dents de sabre jamais identifié. Il arpentait la surface de la Terre bien avant l'apparition des dinosaures. Les chercheurs ont pu établir sa description à partir de fossiles exhumés sur l'île espagnole de Majorque, en Méditerranée.
Il y a environ 200 millions d'années, bien avant qu'aucun d'entre nous n'existe, les tout premiers mammifères firent leur apparition, cohabitant alors avec les dinosaures. Mais si l'on remonte plus avant dans l'arbre généalogique des mammifères, on parvient à un groupe ancien nommé Thérapsides. Bien qu'il n'ait guère ressemblé aux mammifères actuels, il présentait déjà certains traits fondamentaux qui allaient, avec le temps, caractériser pleinement cette classe animale. Les thérapsides, par exemple, présentaient des ouvertures particulières sur les côtés du crâne, destinées aux muscles de la mâchoire. Certaines parties de leur ossature mandibulaire allaient, avec le temps, se transformer en osselettes de l'oreille moyenne, présents chez tous les mammifères, vous inclus. La récente découverte pourrait bien correspondre aux plus anciens fossiles de thérapsides jamais identifiés. Ce spécimen, encore sans nom officiel, appartient au groupe des gorgonopsiens. Ces créatures étaient plus étroitement apparentées aux mammifères qu'à tout autre être vivant actuel. Certaines avaient la taille d'un chat, d'autres rivalisaient avec les ours polaires. Les gorgonopsiens possédaient divers types de dents, adaptés à des fonctions spécifiques, un trait typiquement mammalien. Mais à la différence des mammifères, ils renouvelèrent leurs dents en permanence, y compris leurs longues canines en forme de sabre. Cela pourrait s'avérer fort utile. Jusqu'à présent, les plus anciens fossiles de gorgonopsiens connus dataient d'environ 265 millions d'années. Ce nouveau spécimen est encore plus ancien. Son âge est estimé entre 270 et 280 millions d'années. La découverte est particulièrement complète et bien conservée. Elle inclut ses crocs effilés, une partie de la mâchoire, des éléments de la colonne vertébrale, des côtes, des vertèbres caudales, des phalanges, ainsi qu'une grande partie d'un membre postérieur. Même si le crâne n'a pas été retrouvé en entier, les chercheurs estiment ce qu'il mesurait près de 18 cm. L'animal, quant à lui, devait atteindre la taille d'un chien de gabarit moyen à grand, avec un poids compris entre 30 et 40 kg. Pour autant, sa silhouette n'avait que peu à voir avec celle d'un chien. Malgré certains aspects évoquant les reptiles, le qualifier de chien-lézard serait inexact. Mammifères et reptiles partagent certes un ancêtre très ancien, remontant à environ 320 millions d'années, mais leurs lignées ont divergé depuis bien longtemps. À l'époque où cette créature foulait le sol, l'île de Majorque se trouvait au cœur du supercontinent Pangée. Ce territoire connaissait alors des alternances marquées de saisons extrêmement humides et très sèches. Les chercheurs se sont souvent demandé si les grandes étapes de l'évolution des mammifères avaient eu lieu dans de telles zones tropicales, mais les fossiles nécessaires à cette démonstration faisaient jusque-là défaut. Avec la mise au jour du plus ancien gorgonopsien connu à Majorque, les pièces manquantes de ce puzzle évolutif commencent à se rejoindre. Il semble que d'importantes étapes de l'évolution des mammifères aient pu se produire dans des régions tropicales peu explorées. Ce prétendu vide fossile tiendrait peut-être simplement au fait que les fouilles n'étaient pas menées aux bons endroits. Notre protagoniste du jour n'était pas le seul spécimen extraordinaire à avoir marqué l'histoire avant l'ère des dinosaures. Il y a plus de 500 millions d'années, des prédateurs étranges dominaient les océans. Parmi eux, Anomalocaris, un nom particulièrement peu engageant, mais qui signifie simplement « crevette singulière ». Cette créature n'avait aucun équivalent parmi les espèces actuelles. Les chercheurs la considèrent comme le tout premier superprédateur, l'épaulard de son temps. Anomalocaris était imposante pour l'époque, atteignant jusqu'à 90 cm, de ses bras tranchants jusqu'à ses nageoires caudales. On pensait autrefois qu'elle se nourrissait de trilobites, mais des recherches récentes montrent qu'elle n'était pas assez puissante pour percer leur carapace. Il s'agissait plutôt d'une chasseresse vive et agile, dotée d'une vision remarquable, ciblant des proies molles qu'elle attrapait dans l'eau. Autre merveille de l'ère pré-dinosaure, un poisson capable de marcher sur la terre ferme. Un exploit tout à fait remarquable. Tiktaalik évoluait dans des rivières marécageuses, évoquant celles de l'Amazonie actuelle. Il pouvait atteindre 2,70 m, chassait dans les eaux douces comme un crocodile moderne, et possédait un cou mobile ainsi que des poumons primitifs, lui permettant de survivre aussi bien sur terre que dans l'eau. La raison pour laquelle des poissons comme Tiktaalik ont commencé à explorer la terre ferme, il y a environ 395 millions d'années, demeure obscure. À cette époque, le supercontinent de Gondwana se rapprochait lentement du futur continent nord-américain, formant de vastes zones marécageuses. Ces environnements, humides, peu profonds et proches de l'équateur, offrirent des conditions idéales à l'essor d'animaux amphibies, comme les crocodiles. La nourriture sur Terre était rare. Peut-être se sont-ils aventurés là pour des raisons de sécurité,
trouvant moins de prédateurs et de meilleurs endroits pour pondre leurs œufs que dans l'eau. Ces créatures ont d'abord vécu en pleine mer, puis dans des eaux peu profondes, avant de coloniser les marais et les rives, pour enfin, après une lente transition, s'établir pleinement sur la terre ferme. Imaginez un mille-pattes géant, long de 2,5 mètres et pesant jusqu'à 50 kg. Arthropleura, qui vivait il y a plus de 300 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Durant la période du Carbonifère, l'atmosphère terrestre contenait plus de 26% d'oxygène, contre environ 21% à l'heure actuelle. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces niveaux élevés d'oxygène expliquaient l'imposante taille de ces animaux. Toutefois, une découverte fortuite a révélé un fossile datant d'une période où la teneur en oxygène était à peine supérieure à celle d'aujourd'hui. Cette trouvaille, mise au jour par la fracture opportune d'un rocher, fait partie des spécimens de mille-pattes géants les plus complets et imposants jamais découverts. Cette créature aurait pu habiter non seulement les zones marécageuses, mais également les forêts clairsemées, regorgeant de graines, de noix et peut-être même de petits animaux. Il est plausible qu'elle n'ait pas été un simple herbivore lent et laborieux, mais un prédateur agile et opportuniste, capturant toute proie à sa portée. Après avoir dominé la Terre pendant environ 45 millions d'années, ces mille-pattes géants ont fini par disparaître, probablement chassés par les reptiles, qui ont ainsi préparé le terrain pour l'avènement des dinosaures. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui résulterait du croisement entre un ours polaire et un tigre à dents de sabre, voici la réponse. Inostrancevia a dominé les écosystèmes méridionaux après avoir migré sur plus de 11 000 km à travers la Pangée. Il y a environ 252 millions d'années. Sa peau, aussi résistante que celle d'un rhinocéros, et ses canines massives, parfaitement adaptées pour déchirer les chairs, en faisaient un redoutable coureur. Une fois installé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, il supplantait une grande partie des prédateurs locaux. Cependant, sa suprématie fut de courte durée, car vers la fin de la période permienne, d'immenses éruptions volcaniques provoquèrent des changements climatiques profonds, entraînant la disparition d'environ 90% des espèces vivantes. Les grands prédateurs, caractérisés par leur croissance lente et leur rareté, sont souvent les premiers à succomber lors de telles extinctions massives. Et c'est ainsi que notre protagoniste disparut. Notre dernière créature du jour est une libellule géante qui vivait il y a environ 300 millions d'années. Avec une envergure excédant les 60 cm, 2 paires d'ailes, 6 longues pattes épineuses et d'énormes yeux globuleux, Meganeura est sans doute le plus grand insecte volant à avoir jamais existé, surpassant largement les libellules actuelles, qui sont ses lointaines parentes. À l'instar des libellules modernes, Meganeura fréquentait les espaces ouverts proches des étangs et ruisseaux à courant lent. Toutefois, elle ne se nourrissait pas uniquement de petits insectes, mais dominait ces milieux en tant que prédateur principal, capturant proies diverses en plein vol, y compris d'autres insectes volants, de petits amphibiens, voire des animaux proches des lézards, grâce aux épines de ses pattes formant un véritable piège volant. Les premiers fossiles de Meganeura furent découverts en France en 1880 dans des roches riches en charbon. Leur conservation remarquable permettait d'observer le dessin précis des nervures alaires. Les chercheurs estiment que cette taille exceptionnelle résultait de l'absence quasi totale de concurrence chez les vertébrés et d'un taux d'oxygène atmosphérique bien supérieur à celui d'aujourd'hui durant le Carbonifère. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes.
En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama.
au Japon, où des scientifiques effectuent comme des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qu'il avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine un mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années.
Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire.
Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Il ne ressemble pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Voici Costello. C'est un poulpe de récif brésilien. Mais Costello n'est pas un poulpe ordinaire. En l'observant, les scientifiques ont découvert qu'il faisait peut-être des cauchemars. Lorsqu'il dormait, il changeait de couleur, faisait de grands mouvements, expulsait de l'eau et libérait même de l'encre. Ils ont donc décidé d'étudier Costello pendant un certain temps. Son comportement durant son sommeil ressemblait à du stress et à de la peur. L'étude a montré qu'il pouvait faire des rêves très intenses, parfois effrayants. Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul cas, ces mignonnes créatures sous-marines sont connues pour leur intelligence et leur comportement parfois proche de celui des humains. Et il est donc tout à fait possible qu'elles fassent des rêves comme nous. Dans le cas de Costello, il se peut qu'il soit hanté par ses souvenirs de sa vie au large des quais de Floride. Il a un passé chargé. Il a perdu un tentacule à cause d'un prédateur avant sa mise en captivité. C'est peut-être ce qu'il voit dans ses rêves. Si cette découverte s'avère exacte, elle pourrait modifier notre conception de l'intelligence et de la conscience, tant chez les animaux que chez les humains. Les plantes peuvent parler. Les scientifiques ont découvert qu'elles émettent des clics ultrasoniques lorsqu'elles sont stressées. Imaginez des tomates et des plants de tabac complètement affolés. Les sons sont similaires à ceux du papier bulle, qui éclate, mais à une fréquence bien trop élevée pour nos oreilles. On appelle ça des signaux ultrasoniques. Ce serait leur façon de manifester leur stress. Cela signifierait que les plantes peuvent communiquer entre elles et que les plantes stressées aiment particulièrement se plaindre. Elles émettent entre 30 et 50 de ces bruits par heure. Les plantes calmes et en bonne santé sont beaucoup plus silencieuses. Et non seulement les plantes parlent, mais elles ont leur propre langage. Elles émettent des sons différents selon qu'elles ont soif, qu'une tige coupée les gêne, et ainsi de suite. De plus, certains de ces bruits sonnent l'alarme avant même que les plantes ne montrent des signes de déshydratation. C'est-à-dire qu'elles savent que leur situation est sur le point de s'aggraver. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi elles agissent ainsi. Ils pensent qu'il pourrait s'agir de cavitation, un terme qui désigne des bulles d'air dansant dans la tuyauterie de la plante.
Les plantes qui chantent ces symphonies sont le maïs, le blé, le raisin et même les cactus. Il s'agit d'une découverte importante pour l'agriculture. Elle pourrait notamment nous permettre de savoir quand nos cultures ont soif. Nous allons donc maintenant écouter les plantes et déchiffrer leur langage secret. C'est l'heure des infos universelles. Des études récentes bouleversent ce que nous pensions savoir sur l'âge de l'univers. Les résultats obtenus au cours des dernières décennies ont montré que l'univers devait avoir environ 13,7 milliards d'années. Or, une nouvelle étude montre qu'il pourrait être presque 2 fois plus vieux, jusqu'à 26,7 milliards d'années. Gardez à l'esprit que ce n'est pas prouvé et que, pour l'instant, le chiffre officiel reste inchangé. Pour mesurer l'âge de l'univers, les scientifiques se basaient sur le temps écoulé depuis le Big Bang et sur l'étude des étoiles anciennes. Mais certaines étoiles semblaient étrangement plus vieilles que l'univers. Par exemple, l'étoile Mathusalem, dont l'âge est estimé à environ 14 milliards d'années, ce qui serait plus vieux que l'univers. Et puis le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies qui étaient déjà très mûres quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang. Tout cela pose de sérieux problèmes aux astronomes. Cette nouvelle hypothèse combine la théorie de l'expansion de l'univers à celle de la lumière fatiguée. Cette dernière suggère que la lumière perd de l'énergie en parcourant les distances cosmiques. On combine ça à la théorie de l'expansion de l'univers. Et voilà. À mesure que l'univers s'étend, la lumière se fatigue. Ce qui explique que nous ne puissions pas voir toutes les étoiles super anciennes et très éloignées de nous. Et donc qu'il est possible que nous nous trompions dans nos calculs sur l'âge de l'univers. Ce nouveau modèle repousse également le moment où les galaxies auraient commencé à se former. Il nous suggère que les premières galaxies repérées par le télescope Webb ont mis beaucoup plus de temps à se former qu'on ne le pensait. Cette étude a ébranlé la communauté scientifique. Si nous avons commis une erreur de calcul aussi importante, nous devrons revoir les principes fondamentaux de l'astrophysique. Ce serait un pas de géant et il faudrait tout remettre à plat. Ou presque. C'est pourquoi il faut être très prudent. Les scientifiques sont en train de tester cette nouvelle théorie. Et il nous faut être patients. Mais il n'y a pas que des nouvelles sur l'espace. Les nouvelles technologies de l'IA sont déjà activement utilisées pour la recherche scientifique. L'IA nous aide à rechercher des signes de vie extraterrestres. Les chercheurs du SETI ont créé des algorithmes d'apprentissage automatique qui nous permettent de passer le bruit cosmique au crible plus rapidement et plus efficacement. Lorsque vous pointez un radiotélescope vers les étoiles, c'est comme si vous vous branchiez sur une station radio céleste remplie de signaux différents. Nous captons tout, des pulsars aux radiogalaxies en passant par les interférences terrestres. De toute évidence, il est difficile d'identifier un éventuel signal extraterrestre dans tout ce fatras. Pendant plus de 60 ans, les scientifiques ont dû faire tout ça manuellement. C'était une tâche ardue que de scruter le ciel et d'explorer les étoiles et les fréquences radio. Mais aujourd'hui, l'IA vient de nous aider. Ces algorithmes sont entraînés à reconnaître et à distinguer les modèles d'interférences connus, comme ceux des téléphones portables et des appareils électroniques, au milieu des données cosmiques. Ils repèrent tout ce qui s'écarte de ces modèles, les minuscules aiguilles dans l'immense botte de foin. Et nous avons déjà fait quelques percées. Les astronomes ont détecté 8 signaux qui ne correspondaient pas aux modèles connus. Même s'il n'est pas confirmé qu'il s'agit de vie extraterrestre, ces signaux montrent qu'il existe un grand potentiel pour la recherche future. Pour en revenir aux animaux, penchons-nous maintenant sur la Terre préhistorique. Imaginez des tortues si massives qu'elles feraient passer leurs cousines d'aujourd'hui pour de minuscules jouets. Récemment, des scientifiques sont tombés sur les restes fossilisés de l'une de ces géantes. Il s'agit d'un titan marin qui sillonnait les eaux européennes il y a environ 75 millions d'années. La découverte fut accidentelle. Un randonneur du nord de l'Espagne est tombé sur des fragments de cette créature près des Pyrénées. Cette tortue faisait la taille d'un rhinocéros, 4 mètres de long. Pour vous donner une idée, ça correspond à une voiture moyenne. Cela montre que les tailles extrêmes étaient les plus courantes avant la grande extinction. Les tortues que nous connaissons aujourd'hui, plus petites mais néanmoins toujours imposantes, ont dominé par la suite. Mais les océans étaient jadis remplis de tortues géantes qui mangeaient des mollusques et des méduses. Cette découverte remet aussi en question l'idée selon laquelle les tortues géantes ne vivaient qu'en Amérique du Nord. L'existence de cette tortue prouve que ces reptiles colossaux fréquentaient également les eaux européennes.
Il ne s'agit donc peut-être que de la partie émergée de l'iceberg. Enfin, le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une grande découverte. Il a détecté un composé carboné crucial dans l'espace. Il s'agit du cation méthyle, et cette minuscule molécule, même si elle semble insignifiante, pourrait nous aider à percer les secrets de la chimie organique interstellaire. Le carbone est incroyablement important. Les molécules de carbone sont à la base de tout, des étoiles aux planètes, en passant par nous. C'est l'ingrédient clé de la vie. Et les scientifiques sont impatients de comprendre comment il a façonné notre existence sur Terre et s'il pourrait faire de même ailleurs dans l'univers. Le cation méthyle joue un rôle très important dans la création de molécules complexes à base de carbone. C'est pourquoi la découverte du cation méthyle, même s'il est très éloigné, est si importante. Les scientifiques de la NASA l'ont trouvé dans un jeune système stellaire. Ce système se trouve à environ 1350 années-lumière de nous, dans la nébuleuse d'Orion. L'étoile de ce système, qui est plus petite et un peu plus faible que notre Soleil, est bombardée par une intense lumière ultraviolette provenant d'étoiles chaudes, jeunes et massives, situées à proximité. On pourrait penser qu'un rayonnement UV aussi intense détruirait les molécules organiques complexes. Mais l'équipe de chercheurs pense qu'il pourrait en fait relancer la formulation de ces composés carbonés. Peut-être que les étoiles puissantes et leur niveau de rayonnement insensé fonctionnent en fait comme des sources d'énergie pour la vie. Elles déclenchent une réaction chimique en chaîne qui aboutit à des substances carbonées complexes, comme les plantes et les animaux. Il semble que nous ayons trouvé une nouvelle pièce du puzzle. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées, et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs,
il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le Grand Désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution,
Les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci.
Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon. En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune, mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du Yuka. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits.
Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que deux scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. 6 Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivaient de cette façon. Par exemple, les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisirent pas nécessairement d'oxygène, mais vivirent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était l'un des plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana,
avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années. Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'il ne finisse par être recouvert de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries.